sans plus tarder, je cède maintenant la parole à André Tricot, qui est professeur de psychologie cognitive à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et chercheur au sein du laboratoire Epsilon, mais faut-il le présenter? Il est tellement connu. À toi, André. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que vous m'entendez bien. On Euh, t'entend. ouais, ok. Merci pour cette invitation. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui est posée sur cette diapositive. Et après quelques discussions avec Philippe, donc Philippe a proposé cette formulation de la question. Je vais donc essayer de parler d'expertise, hein, donc de type de connaissances que les enseignants ont selon moi. Pour cela, je vais d'abord vous parler d'apprentissage, car me semble-t-il, c'est une bonne façon de poser le problème. En effet, les humains ont la capacité d'apprendre. Et une de ces capacités d'apprendre correspond au développement, c'est-à-dire la capacité que les humains, comme les autres animaux, ont, d'élaborer des connaissances par le simple fait de vivre et de grandir dans un environnement, d'être actif dans cet environnement. Et cet environnement, il peut être linguistique, il peut être vivant, il peut être social, il peut être physique. Euh, nous sommes capables d'apprendre sur à peu près toutes les caractéristiques de notre environnement par le simple fait d'y grandir et de s'y mouvoir. Et encore une fois, cet apprentissage-là n'a rien de spécifique à l'espèce humaine. C'est juste les contenus de ces apprentissages dont certains sont spécifiques à l'espèce humaine. Et puis, nous avons une autre capacité d'apprentissage qui est assez spécifique à l'espèce humaine. Nous l'avons parfois imposée à d'autres espèces animales. C'est cette capacité d'apprendre des connaissances qui n'ont pas une valeur adaptative immédiate. Apprendre des connaissances qui ne servent à rien du point de vue adaptatif est une capacité humaine extrêmement importante, ou en tout cas cette capacité à apprendre des connaissances aujourd'hui alors qu'elles prendront sens demain. Nous avons développé cette capacité d'apprentissage depuis quelques millénaires. Et pour le psychologue que je suis, ce qui est intéressant, c'est que ces apprentissages non adaptatifs euh, ont des caractéristiques et subissent des contraintes. Et parmi les contraintes les plus importantes, il y a le fait que ces apprentissages requièrent des efforts, sont incommensurablement plus longs que les premiers. Ils requièrent de l'engagement, de la motivation, et pas que la motivation de celui qui apprend, de celles et ceux qui entourent, de stratégies, etc. Selon cette perspective, les sociétés humaines créent des écoles parce que les apprentissages adaptatifs, les premiers que j'ai cités, ne sont pas suffisants. Dans certaines sociétés, le fait de grandir et d'apprendre ce que mon quotidien me permet d'apprendre n'est pas suffisant pour devenir un adulte. En particulier, certaines sociétés ouvertes culturellement, dans laquelle la découverte scientifique a beaucoup d'importance, dans laquelle l'innovation technologique a beaucoup d'importance, dans laquelle la création artistique a beaucoup d'importance, sont donc en quelque sorte contraintes de créer des écoles euh, pour que les enfants puissent s'y épanouir, puissent y agir, et en gros, pour qu'ils puissent apprendre, euh, pas uniquement
ce qui leur est utile quotidiennement, apprendre pas uniquement ce que savent déjà leurs parents. Autrement dit, selon ce point de vue, les sociétés humaines, à un moment de leur histoire, créent des écoles pour que les enfants puissent euh, construire des savoirs qui vont leur permettre de devenir, au sein de ces sociétés, des citoyens libres et responsables, capables de comprendre et d'agir dans une société infiniment complexe et surtout dans une société qui, d'ici que ces enfants deviennent des adultes, aura changé. Euh, et c'est, selon moi, euh, le but principal, la finalité principale que les sociétés humaines assignent aux écoles quand elles décident de créer des écoles. Et quand elles essayent de créer des écoles pour tout le monde, pour tous les enfants, ben, elles assignent cette mission pour ce développement de connaissances pour absolument tous les enfants de cette société. Vous l'avez compris, selon cette perspective, euh, l'école est un système inflationniste, puisque dans ces sociétés-là, il y a des artistes qui créent des œuvres, il y a des écrivains qui écrivent des livres, il y a des innovatrices et des innovateurs, etc., etc. Bref, ces sociétés génèrent énormément de connaissances nouvelles qui vont faire que l'école de la génération suivante va être encore plus nécessaire, encore plus indispensable. Et donc, dans ces sociétés-là, l'école doit être toujours plus efficace, euh, toujours plus massive, toujours plus développée, toujours plus longue. Selon cette perspective, toujours, les apprentissages scolaires sont donc secondaires. Ils ne concernent pas l'adaptation à l'environnement. Ils sont confrontés à des processus d'apprentissage qui eux-mêmes ne relèvent pas de l'adaptation, et ce point me semble absolument crucial. Les apprentissages scolaires sont spécifiques, contrairement aux apprentissages adaptatifs où je fais ce que j'apprends et j'apprends ce que je fais. Une caractéristique essentielle des apprentissages scolaires, c'est que si vous n'avez pas une enseignante ou un enseignant qui vous prend par la main et qui conduit le transfert de connaissances, qui conduit la généralisation, pardon, de connaissances, alors nombre très important de travaux montrent que les connaissances ont tendance à rester dans la situation, dans le contexte où on les a apprises. Pour le dire autrement, si apprendre, c'est bien le résultat d'une interaction entre un humain et un environnement, cet humain agissant dans cet environnement en fonction de buts et focalisant son attention sur des parties de son environnement en fonction de ses connaissances, et que c'est bien la perception de son action dans l'environnement qui permet l'apprentissage, c'est-à-dire le repérage de régularité dans l'environnement. Autrement dit, si apprendre est quelque chose, est une boucle assez rudimentaire, ou en tout cas assez bien connue, enseigner, c'est un domaine de l'activité humaine qui est beaucoup plus complexe, puisque dès l'action de l'élève dans son environnement, les enseignants interviennent, par exemple, en définissant des buts pour cette action dans cet environnement. Euh, les, euh, la perception et la compréhension de mon action de l'environnement bénéficie, ou en tout cas comprend les explications de mon enseignante ou de mon enseignant. Et cet enseignant, il va concevoir cet environnement au sein duquel il ou elle va définir des buts d'apprentissage. Il va définir de façon plus ou moins rigide la façon
d'atteindre ces buts-là. Bref, il va avoir une activité d'explication. Mais l'enseignante ou l'enseignant a aussi un travail directement avec les élèves, pas uniquement avec l'environnement des élèves, qui va consister à indiquer les connaissances que les élèves vont devoir mobiliser pour construire telle connaissance dans l'environnement. Par exemple, c'est toute l'activité de guidage lors de la résolution d'un problème. Et on pourrait dire que cette autre partie du travail de l'enseignant relève de l'explicitation. On le voit avec un schéma extrêmement simple que l'activité d'enseigner, si on la définit qu'en fonction de l'apprentissage, est une activité d'un haut niveau de complexité, alors que tout ça se passe dans un domaine où les connaissances scolaires, celles que l'on apprend à l'école, n'ont pas d'utilité immédiate, comme je le disais précédemment. Toujours selon cette perspective, enseigner, c'est conduire les apprentissages scolaires tels que je viens de les définir. Autrement dit, selon cette perspective, enseigner, c'est d'abord exercer 4 contraintes. Enseigner, c'est exercer une contrainte de temps. Ce ne sont pas les élèves qui choisissent quand ils apprennent à l'école. L'organisation temporelle du temps scolaire est sous contrainte des adultes, pas uniquement de l'enseignante ou l'enseignant de la classe, mais plus largement de l'institution scolaire. Enseigner, c'est aussi exercer une contrainte de lieu. Là aussi, l'institution scolaire participe à l'élaboration de ces contraintes de lieu. Enseigner, c'est exercer la contrainte des savoirs. Ce ne sont pas les élèves qui choisissent ce qu'ils apprennent à l'école, mais bien les enseignantes et les enseignants à partir de ce que tel endroit on appelle programme, tel autre endroit on appelle curriculum. Enfin, enseigner, c'est exercer la contrainte de la manière, c'est-à-dire de ce qu'on va faire aux élèves ou ce que l'on va demander aux élèves de faire pour qu'ils apprennent ces savoirs dans ces contraintes de temps et de lieu. Mais enseigner, c'est beaucoup plus que ça. Enseigner, selon cette perspective, c'est faire, c'est tout faire pour que ces contraintes aient du sens, pour que ces contraintes aient tellement de sens qu'elles soient acceptées par les élèves. Si ces contraintes relèvent de la violence, relèvent de la relation hiérarchique, alors il y a peu de chances que les apprentissages réussissent ou aillent bien loin. Donc, selon moi, en tout cas, le cœur de l'activité d'enseignement, de ce métier extrêmement complexe, c'est de tenir ce paradoxe, de mettre en vie ce paradoxe, d'exercer des contraintes, de donner du sens à ces contraintes, non pas au service d'une quelconque obéissance ou d'une quelconque soumission à l'autorité, mais bien au contraire, au service de l'émancipation. Donc, cette conception des apprentissages scolaires que je viens de vous présenter très rapidement, beaucoup trop rapidement, elle arrive elle débouche sur une conception du métier d'enseignant qui est un métier de la conception. Je vais revenir sur un deuxième aspect du métier d'enseignant tout de suite, mais c'est surtout sur cette partie-là, la partie conception, que je vais m'arrêter. Un métier de la conception, c'est-à-dire un métier dans lequel, avant d'être en classe avec les élèves, on prépare la classe. On prépare la classe pour les élèves. Un métier de la conception, si je me réfère
à d'autres métiers de la conception. Il en existe énormément en architecture, en ingénierie. Les métiers de la conception sont très nombreux. Ce sont des métiers dans lesquels le cœur de l'activité consiste à résoudre des problèmes mal définis. C'est-à-dire que vous soyez architecte, ingénieur, enseignante ou enseignant, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir résoudre des problèmes mal définis, c'est-à-dire atteindre un objectif qui est sous-défini. Un objectif qui est mal formulé, un objectif qui est vague. Et c'est le cas dans les programmes, bien entendu. Le niveau de formulation des objectifs est extrêmement général et donc résoudre un problème mal défini passe d'abord par un travail d'élaboration, de précision de ces objectifs. Mais ce travail, il n'est pas dans les programmes. Ce travail, il est dans l'activité de conception. Un métier de la conception, c'est un métier dans lequel on dispose de moyens pour résoudre le problème mal défini, et ces moyens sont, comme tous les moyens, bien entendu, restreints. Enfin, un métier de la conception, c'est un métier où on résout un problème mal défini sous contrainte. On a des contraintes matérielles, on a des contraintes temporelles, on a des contraintes sociales, etc. Par exemple, mon problème d'enseigner le théorème de Thalès ne va pas être résolu de la même manière si ma contrainte, c'est faire classe à un groupe de 35 élèves ou faire classe à un groupe de 20 élèves. Résoudre le problème de l'enseignement du théorème de Thalès ne va pas être la même si dans les programmes, je vois que je dispose de tel temps pour résoudre ce problème ou je dispose d'un autre temps, tellement il y a de choses à traiter dans le programme. J'insiste sur ce point car je crois que c'est le point le plus important de ma présentation. Un métier de la conception, c'est un métier où on change de solution, on change la manière de résoudre le problème à chaque fois qu'il y a une infime variation dans la façon dont on définit l'objectif, dans les moyens dont on dispose et dans les contraintes qui pèsent sur cette activité de conception. Donc, dans les métiers de la conception, chaque solution est unique. L'exemple le plus banal que on cite tout le temps, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. Quand il conçoit un pont, il ou elle doit prendre en compte un objectif, la plupart du temps mal défini par les commanditaires. Il va y avoir des moyens pour faire ça et il va y avoir des contraintes. Et chaque pont est différent. Il n'y a pas un pont qui soit un copier-coller d'un autre, mais à chaque fois une solution unique qui est conçue. Bien entendu, il y a des ponts qui se ressemblent, mais une infime variation dans les moyens, dans les contraintes et dans les objectifs. Par exemple, c'est un pont qui va devoir faire passer tant de véhicules par jour, ou un pont qui va faire passer des piétons, ou un pont qui va faire passer des cyclistes et des piétons, etc., etc. Chaque infime variation conduit à une autre solution. Et je prétends que notre travail d'enseignant, c'est un travail de conception, c'est un travail dans lequel nous devons résoudre des problèmes mal définis à partir d'objectifs qui sont sous-définis, avec des moyens qui sont contraints et avec un ensemble de contraintes matérielles, temporelles, sociales qui pèsent sur nous. Bien entendu, c'est un métier de mise en œuvre aussi, contrairement au métier d'ingénieur, qui ne fait pas le pont lui-même. Un métier de mise en œuvre, c'est la même enseignante, le même enseignant qui ensuite va mettre en œuvre cette conception en classe
avec ses élèves. Mais je ne vais pas m'arrêter sur la partie mise en œuvre du métier, car c'est la partie conception qui me semblait la plus intéressante à souligner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on conçoit donc quand on conçoit son enseignement? Ben, au cœur de cette activité de conception, il y a quelque chose que vous pouvez appeler de 1000 noms différents, mais que je propose d'appeler scénario pédagogique. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on va définir un but d'apprentissage à partir de savoirs qui sont dans les programmes et qui sont sous-définis. On va concevoir une progression, on va concevoir des tâches, bien entendu. Le but d'apprentissage et la progression, les tâches ont un certain nombre de caractéristiques qu'on sait à peu près définir. On va aussi concevoir une façon d'engager les élèves dans ces tâches, pour les engager dans cet apprentissage. On va concevoir des supports pour la mise en œuvre de ces tâches. On va concevoir un dispositif de régulation des apprentissages et enfin un dispositif d'évaluation, je ne sais pas pourquoi ça saute, des apprentissages. Bref, je vais aller doucement vers la conclusion. Si enseigner est un métier de la conception et si résoudre ce problème mal défini au cœur de cette activité de résolution de problèmes mal défini, cette activité de conception, il y a bien ce scénario pédagogique qui, je l'ai sans doute pas présenté assez longuement, est bien un système complexe où toute décision de conception, à quel étage que ce soit, va modifier toutes les autres décisions que l'on a prises sur tous les autres aspects. Pour concevoir, on a besoin de connaissances. Et parmi ces connaissances, il y a bien entendu des connaissances scientifiques. On peut avoir des connaissances pour enseigner qui viennent de disciplines scientifiques extrêmement différentes, mais je voudrais insister sur le fait que dans les métiers de la conception, on utilise essentiellement des connaissances conditionnelles, c'est-à-dire des connaissances qui ont cette forme. Si je suis dans telle situation pour atteindre tel type d'objectif avec tel type d'élève de tel âge et que pour cela j'ai décidé de mettre en œuvre telle tâche, alors je peux utiliser tel support avec telle caractéristique. Autrement dit, dans les métiers de la conception, on n'a pas de connaissances qui seraient invariablement et intangiblement valides. Les connaissances sont mises en œuvre toujours de façon conditionnelle, c'est-à-dire en fonction de caractéristiques de la solution qu'on est en train de construire et de caractéristiques donc spécifiques. Et je crois qu'un des grands malentendus dans la relation entre le métier d'enseignant et les connaissances scientifiques, c'est qu'on passe un peu vite sur le fait que dans tous les métiers de la conception, dont celui d'enseignant, on utilise des connaissances conditionnelles. On utilise aussi des méthodes de conception et bien entendu, ce métier est fondé sur des valeurs. On met en œuvre des connaissances et des méthodes parce que on exerce un métier dans lequel on porte le sens de l'éducation scolaire. Bien entendu, dans l'activité de conception, quel que soit le métier de la conception, on n'utilise pas que des connaissances, des méthodes et des valeurs, on utilise aussi des souvenirs personnels ou sociaux, on utilise des habitudes, on utilise du dialogue avec les collègues, etc. Mais, encore une fois, un métier de la conception, c'est un métier dans lequel chaque solution est unique et donc on va utiliser ces connaissances, ces méthodes et ces valeurs pour construire des solutions uniques à chaque fois. Je vois que j'arrive vers la fin du temps qui m'est imparti. Donc, pour conclure, la conception du métier d'enseignant que je viens de vous présenter
que je viens de vous proposer, qui est un enseignant de haut niveau d'expertise pour mettre en œuvre cette vision curriculaire de l'enseignement scolaire qui est défendue au sein de ce collectif. C'est donc une experte ou un expert qui a besoin de connaissances apprises en formation initiale et continue, qui a besoin de méthodes pour concevoir des solutions uniques à chaque fois. Bien entendu, c'est un métier d'expert fondé sur des connaissances et des méthodes exactement comme un ingénieur, comme une architecte utilise des connaissances en mathématiques et en physique pour concevoir des solutions à chaque fois uniques. Mais bien entendu, on ne demande pas à un mathématicien de concevoir un pont. Enfin, c'est un métier dans lequel on n'a pas besoin de solutions, car les solutions universelles n'existent pas en enseignement, comme les solutions universelles n'existent pas dans les autres métiers de la conception. Les solutions, ce sont les professionnels qui les construisent en utilisant ces connaissances. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le propos que je vous ai tenu aujourd'hui est fondé essentiellement sur deux trucs que j'ai écrits. D'une part, un petit article qui s'est inséré dans un débat au sein de la revue Éducation et Didactique. Le débat était autour des pratiques fondées sur la preuve ou des preuves fondées sur la pratique. Et cet article, je suis très fier du titre, peut-être pas du contenu, mais en tout cas du titre. Cet article s'appelle La connaissance et la solution, et j'essaie d'y développer ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et par ailleurs, mon propos est largement fondé sur un bouquin d'ingénierie pédagogique qu'on a écrit et publié récemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention.